Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Tout de suite, l'émission au micro de RTI, aujourd'hui présentée par Mégouin et François-Xavier Boulet. Bonjour à tous, aujourd'hui au micro de RTI, nous avons invité la route transversale du centre de Taïwan. Oui, alors la route elle-même a beaucoup de choses à nous dire par les personnes qui l'ont vécue, qui l'ont construite, qui l'ont restaurée. Et bien sûr, si on en parle, c'est pas la route elle-même qui parle, et pourtant, elle a un passé qui remonte aux années 1950-60 à peu près. Oui, et aujourd'hui, nous allons parler de cette route à travers un documentaire récemment réalisé par Julien Troussel et par la productrice Ma Yufan. Cette route a vu le jour, donc on le disait, dans les années 50-60, avec le repli des troupes nationalistes à Taïwan et surtout avec l'aide américaine qui a permis de développer les infrastructures à Taïwan, dont cette fameuse route qui est la première à relier directement l'est à l'ouest de Taïwan, sachant qu'après il y a eu d'autres routes plus au nord et plus au sud. En fait, vous savez que Taïwan on aime dire, est protégé en fait par la chaîne de montagnes centrale qui va du nord au sud. Et pour pouvoir relier les deux côtes, ça n'a jamais été une histoire simple. Pourtant, c'est nécessaire. Et ainsi, le gouvernement a fait construire les anciens combattants la route transversale du centre. Et beaucoup de Taïwanais ont grandi avec cette route dans le sens où, à l'université, tout le monde aimait avoir son gros sac à dos pour pouvoir marcher les 171 km qui relient les deux côtes de Taïwan. Voilà, 171 km, ça n'a pas l'air non plus énorme, mais le dénivelé quand même, ça va du niveau de la mer, quasiment donc 0 mètre, jusqu'à plus de 3000 mètres. C'est d'ailleurs cette route transversale qui est au niveau routier, le sommet de Taïwan, à plus de 3200 mètres d'altitude. C'est pour vous dire qu'en 170 km, les épreuves physiques sont énormes et que cette route peut regorger d'expériences, d'émotions et aussi de vécu. Oui, ainsi, cette route qui reste fragile en fait, parce que c'est vraiment une zone montagneuse, largement touchée, abîmée par le grand séisme de Gigi en 1999. Et malgré tous les travaux d'entretien par la suite, la route reste fragile, comme je disais, et il y a souvent des fermetures en raison des intempéries. Eh oui. Mais pour beaucoup de touristes qui aiment cette région, la traversée est paradisiaque parce que dans la grande verdure de montagne, il y a aussi des décorations, des petits points rouges qui viennent égayer la visite et les curieux qui sont aussi le réalisateur Julien Troussel et aussi Ma Yufan. Ce qui est intéressant de voir justement en abordant cet aspect touristique finalement de cette route transversale, c'est qu'il suffit de gratter un petit peu la surface pour découvrir des histoires cachées ou aller à l'aventure, une double aventure en fait, celle de cette route transversale et de son passé. Alors ce documentaire, en fait, l'histoire elle a commencé en 2021. On était dans le parc national de Taroko en voiture et on s'est arrêté au bord de la route à côté d'un pont rouge qui de base semblait assez ordinaire. Et en fait, sur la structure du pont, on a remarqué une plaque écrite en français et avec un logo de Tour Eiffel. Et du coup, ça a attisé notre curiosité et on a commencé à rechercher un peu des infos sur Internet et on a trouvé très très peu de choses. Du coup, on s'est dit, bah tiens, c'est étrange quand même, des ponts Eiffel à Taïwan, il y a très peu d'informations. Et c'est de là que c'est parti en fait. On s'est dit, bon, bah il y a quelque chose à creuser. Et puis en fait, en creusant, on s'est dit, bon, il y a peut-être une histoire à raconter. Et puis après, petit à petit, on a rencontré Taiwan Plus, on a commencé à travailler avec Taiwan Plus, et puis bon, bah voilà, ça a donné un documentaire au final, quelques années après. Le documentaire réalisé par Julien Troussel et Ma Yufan s'intitule « Les ponts oubliés Eiffel de Taïwan ». Ce documentaire de 24 minutes vient de sortir en anglais et aussi en français sur la plateforme de médias publics Taiwan Plus. Et à l'origine, à partir de ce pont rouge qui intriguait le réalisateur, rien ne laissait penser qu'il y aurait une histoire aussi riche, même s'il y avait quelques bribes
expérience parlant, de l'idée d'un documentaire derrière. On fait déjà des documentaires, des reportages photos depuis plusieurs années. Quand on a vu ça, on s'est dit, ouais, il y a sûrement quelque chose à faire, mais on n'avait pas imaginé que ça irait jusqu'à Taiwan Plus, et on n'imaginait pas que l'histoire pouvait être aussi complète, en fait. Donc, quand on est parti, on a commencé, il y avait très peu d'infos, donc on ne savait pas trop où ça allait mener. Donc, Oui, en fait, par rapport aux archives français, il y a vraiment peu d'archives taïwanais de côté de bureaux de route ou alors des photos. Donc ça a été assez compliqué côté taïwanais, mais en France, on a eu pas mal d'informations qui peuvent retracer l'histoire. Donc on a, pour la partie qui manque pour Taïwan, on a su, avec interview avec le descendant de Gustave Eiffel et aussi un expert qui est très familier avec les œuvres de Eiffel. En fait, pour compléter, dans le but de réaliser ce documentaire de 24 minutes, Julien et Ufan ont interviewé plusieurs personnes du côté de la France. On peut notamment citer Savin Hitman Eiffel, l'arrière-petit-fils de Gustave Eiffel, et également le vice-président de l'association des descendants Gustave Eiffel. Il y a aussi comme intervenant intéressant et important surtout Bertrand Lemoine qui est architecte et historien spécialiste d'Eiffel, ancien président de l'Académie française d'architecture, qui ont chacun un peu, j'allais dire, apporté de l'eau au moulin pour essayer de reconstruire ensemble cette histoire des ponts Eiffel puisqu'ils ne connaissaient pas leur trace jusqu'à Taïwan, sans compter la partie taïwanaise. Oui, la partie taïwanaise, on peut notamment citer le professeur Li Ruizong, auteur d'un livre sur le demi-siècle de l'histoire de la route transversale du centre. Il y a aussi Liu Shitong, l'un des responsables d'ingénierie du bureau des routes, et aussi Li Mao Yao, un guide du parc naturel national de Taroko. Alors parmi tout ce travail de recherche et de contact pour documenter cette recherche et cette compréhension de la présence des ponts Eiffel sur la route transversale du centre de Taïwan, les premiers contacts avec l'association Eiffel et la partie de l'architecture Gustave Eiffel en France s'est avérée très surprenante sur plusieurs points. Le premier contact avec eux, ça doit remonter à peu près à 2021. En fait, après qu'on a vu ces ponts-là, on a cherché sur Internet et justement, on n'a pas trouvé grand-chose. Et on a cherché aussi en français. Je suis tombé en fait sur leur site, je ne connaissais pas. Ils ont une association, donc des descendants de Gustave Eiffel, oui, où ils répertorient un peu tous les ouvrages de Gustave Eiffel à travers le monde, où ils font des expos. Ils essayent de préserver un peu son patrimoine, on va dire. Mm-hmm. Et du coup, on a envoyé un petit mail pour dire est-ce que vous avez des infos sur les ponts de Taïwan ? Et ils nous ont répondu quel pont de Taïwan, c'est quoi cette histoire ? Ils ne savaient pas du tout. Donc on a fait un visio avec eux, c'était pendant la période de Covid. Du coup, on avait discuté pendant une bonne heure, même un peu plus, et ils étaient super intéressés. Et donc on a déjà ce premier contact-là, on a appris beaucoup de choses, et eux aussi d'un côté. Mm-hmm. Et du coup, ouais, c'était une surprise un peu pour tout le monde. Et c'est parti de là, quoi. Après, ils nous ont pas mal aidés à chercher, à nous donner des documents, des pistes, voilà. Alors ces ponts qui nous intéressent, ces fameux ponts Eiffel, sont ce qu'on appelle des ponts modulables ou portatifs. C'est un peu un design avec un brevet déposé par Eiffel pour pouvoir, avec des poutres et des rivets, transposer et exporter facilement des ponts essentiellement pour les chemins de fer. À l'origine, c'était exporté dans plusieurs parties du monde et beaucoup vers le Vietnam dans le cadre de l'Indochine, comme c'est d'ailleurs marqué sur le médaillon qui estampille les ponts Eiffel retrouvés dans les gorges de Taroko. Dessus, c'est écrit pont pour convoi type Vietnam, pour locomotive de je ne sais plus combien de tonnes, mais voilà. C'était des ponts destinés au train normalement déjà aussi. D'accord. Du coup, ces ponts-là étaient conçus et fabriqués en France. Oui, à Levallois-Perret. Et d'être expédiés d'abord, normalement, vers Saigon, en fait. C'est ça. En fait, c'est donc l'entreprise Eiffel. Ils avaient déjà à l'époque de Gustave Eiffel, il avait déjà un bureau à Saigon. Mm-hmm. Et c'était une filiale, ça appartenait à Eiffel, mais c'était un bureau un peu indépendant. Et ce bureau, il commandait à l'usine de Levallois-Perret des ponts, en fait, en fonction des commandes qu'ils avaient.
Donc ce pont, il a été commandé à Levallois-Perret, expédié normalement pour le Vietnam, mais comme on arrive à la fin de l'Indochine française, Oui. ils sont jamais arrivés au Vietnam, je pense pour des raisons politiques. Peut-être ils ont dit non, on veut plus de pont français. Enfin, ça on sait pas trop justement, mais du coup ils ont atterri à Bangkok. À Bangkok, ils ont été rachetés par les Américains pour D'accord. l'aide américaine à Taïwan. Finalement, ils ont été expédiés à Geelong. Et voilà. Du coup, les ponts ont été achetés par les Américains dès le départ dans le but de proposer à Taïwan dans leur aide. Pas dès le départ. C'est ça une partie qui reste un peu floue Voilà. pour moi en fait. Pour tout le monde en fait. Ouais. C'est-à-dire On quand arrive- ils sont arrivés à Bangkok, c'était déjà dans l'optique de l'aide américaine ou pas encore à ce moment-là? Ça, on sait pas sait trop pas trop non justement, plus. mais on pense que non, ils ont été vraiment commandés pour le Vietnam, mais c'est en cours de route. Peut-être ils avaient eu juste une escale à Bangkok, on sait pas. Enfin, ça Et après. puis ça n'a pas pu, d'accord. Voilà, ouais. Je pense que ça n'a pas été commandé par les Américains directement. Un des chercheurs a supposé que, en fait, à l'époque de la défaite de bataille de Dien Bien Phu, du coup, les Français étaient en manque d'argent, et du coup, pour transférer ces ponts, ces matériels en argent, ils ont vendu aux Américains qui étaient relativement riches à l'époque. D'accord. D'accord. À propos de l'aide américaine qui a vraiment bien assisté Taïwan dans son développement, on peut parler bien sûr de George Marshall, le secrétaire d'État des États-Unis, qui en 1947 a proposé un plan de reconstruction post-guerre pour l'Europe. Puis l'année suivante, c'était un programme d'assistance générale vers des autres pays et Taïwan en faisait partie. Entre 1951 et 1965, pendant 15 ans, Taïwan a reçu de près de 1,5 milliard de dollars américains pour son développement et cette partie d'argent a été utilisée essentiellement pour les chemins de fer, les routes et aussi les télécommunications, donc toutes les infrastructures de base pour Taïwan. Cela comprend bien sûr la route transversale du centre et selon le professeur Lin Ruizong qui avait été interviewé par Julien Troussel et Ma Yufan, les ponts Eiffel étaient arrivés à Taïwan justement au moment où Taïwan était en pleine construction de cette route du centre de Taïwan. Ainsi, les ponts qui étaient destinés pour les trains ont servi au réseau routier. Et ça, c'est grâce, bien sûr, à l'adaptabilité de ces ponts portatifs modulables et cette modulabilité qui a été aussi repensée par les ingénieurs taïwanais en recevant ces ponts à monter par eux-mêmes sans mode d'emploi. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, ils ont reçu des poutres. En fait, ils savaient même pas vraiment. C'était 5. Il y avait à Geelong, ils ont reçu à la base en fait 10 ponts. 10 ponts. C'était 5 ponts de 25 mètres et 5 ponts de 50 mètres. Et en fait, à partir de là, ils se sont dit bon bah, on a besoin d'un pont ici, on a besoin d'un pont là, et bon, qu'est-ce qu'on fait? Et comme c'est un peu un système de Lego, justement, ils ont assemblé ça comme ça, ils ont adapté en fonction de leurs besoins. Donc c'est aussi voilà, pour montrer que ces ponts-là, ils sont très adaptables et enfin, ils ont réussi à faire quelque chose avec juste des poutres, sans plan. Donc c'est aussi pour montrer ouais, que c'était très ingénieux comme système pour l'époque, quoi. Il y a une anecdote qui est assez intéressante là-dessus, c'est qu'il y a un pont qu'ils ont démonté, ils ont réutilisé pour refaire un pont de 50 mètres qui était sur une partie de Taroko, qui à un moment a été démonté, et en fait ils en ont fait 2 ponts de 25 mètres après. Et du coup, vous avez pu savoir si les 10 ponts ont été vraiment montés, utilisés? J'ai réussi à trouver 8 à 9 ponts. Ils sont tous sur la route transversale? C'est pas au même moment parce que en fait, quand la route a été achevée en 1960, en 59, il y a eu un typhon et donc il y avait un pont qui était construit trop bas et à cause de la pluie, ça a été emporté avec la rivière. Wow. Et ils ont pu récupérer une partie de ces ponts et refaire un pont à plus haut niveau. Plus élevé. Oui, c'est ça. Il y avait un côté qui m'a émerveillée, je ne sais pas comment on dit en fait, parce que vous avez dit que ces ponts-là sont arrivés à Taïwan sans mode d'emploi. Du coup, les ingénieurs taïwanais ont dû se débrouiller, entre guillemets, pour pouvoir le monter. Mais ils ont pensé à accrocher le médaillon quand même. Et je trouve ça assez original comme idée. Enfin, c'était pas quelque chose de très utile en fait pour la route, je veux dire, techniquement parlant en fait. En fait, quand on a recherché, les ingénieurs de l'époque, ils pensaient que ces ponts étaient fabriqués en Allemagne.
Parce que pour les ingénieurs de l'époque, ils avaient une pensée que métaux sont de bonne qualité quand c'est allemand. Et du coup, il y avait ce malentendu. Mais du coup, en faisant ce documentaire, on a su qu'en fait, c'est fabriqué vers Paris, en fait, ces ponts-là. La richesse de ce documentaire et de la préparation, c'est de découvrir des choses qui nous sortent en fait des clichés habituels ou qui nous font découvrir d'autres richesses, puisque ces ponts sont en fait, même s'ils ne payent pas de mine, importants historiquement, culturellement et puis économiquement parlant, mais finalement, ils auraient pu tomber dans l'oubli. Et en fait, ça a été assez compliqué aussi de retrouver des traces à Taïwan dans les archives du Bureau des routes. La première génération de ponts, on n'a pas eu beaucoup d'informations, que ce soit le plan ou alors les photos. Et en fait, les photos qu'on a eues, qu'on a mis dans le documentaire, ce sont des photos d'un ingénieur qui a justement démonté un pont de 50 mètres et refaire 2 ponts dans 2 endroits différents en fait. Et donc c'est beaucoup grâce à cet ingénieur qu'on a eu pas mal de photos de cette époque-là. Du coup, c'est une archive personnelle en fait. C'est même pas du bureau. Il travaillait justement sur cette route centrale et en fait il était très fier de son travail et du coup il avait son appareil photo et il prenait en photo les travaux et je pense qu'il n'a pas imaginé à l'époque que ça servirait comme ça et finalement heureusement qu'il était là parce que sinon mis à part lui il y a rien, c'est le seul qui a gardé qui a une trace de son travail quoi. Et à part lui, est-ce que quelqu'un d'autre au bureau est conscient que c'est quelque chose qui est en lien avec Eiffel en France? En fait, justement, cet ingénieur, il est de 2e génération, on va dire. Et la 3e génération, on a interviewé un ingénieur qui travaillait sur ce secteur dans la montagne. Et lui, justement, il disait qu'il ne savait pas quelles sont les histoires derrière ces ponts, mais il était conscient qu'il y avait des histoires. Donc, il a demandé à son chef de l'époque de garder ces ponts, même s'il voulait faire un nouveau pont. Et c'est pour ça que maintenant, on a ces 2 ponts qui sont conservés à côté des nouveaux ponts. Grâce à quelques ingénieurs avertis, Taïwan possède encore aujourd'hui 4 ponts Eiffel, dont seulement 2 qui sont en utilisation. Voilà, 2 qui gardent leur utilisation routière, même si au départ c'était encore une fois pour la voie ferrée, mais qui sont fermes, solides dans les gorges de Taroko, un peu plus en altitude. Et d'après justement le professeur Lin Juetsong, ça joue aussi la climatologie à mieux conserver ces structures en acier puisque c'est toujours ventilé, donc ça reste quand même assez sec et moins rouillé ou exposé aux autres affres de la nature que si c'est plus en contrebas, comme les premiers ponts en fait des gorges de Taroko. De plus, sur le plan esthétique, c'est vraiment magnifique aussi dans les montagnes des gorges. Quant aux 2 autres ponts, donc ils sont conservés à côté de la route qui est elle utilisée et ces nouveaux ponts pour que les touristes puissent prendre des photos, connaître cette histoire et garder une trace dans l'histoire de cette route transversale et son vécu depuis 1957. En tout cas, on espère que ce documentaire marque un petit début pour mieux découvrir à l'avenir cette histoire qui relie Taïwan et la France à travers les anciens établissements Eiffel. En attendant, nous vous invitons bien sûr à visualiser ce documentaire sur YouTube, dont le lien se trouve sur notre site. Et bien voilà pour l'émission Au micro de RTI de ce jour, passée en compagnie du réalisateur Julien Troussel et de la productrice Ma Yufan, auteur du documentaire sur les ponts Eiffel oubliés de Taïwan. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Meguin et François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Et nous vous disons à très bientôt pour un autre épisode au micro de RTI.